Dans cet épisode bonus de Moi et mon TC léger, une mini-série de vivre avec un traumatisme crânien, je vous propose de découvrir le témoignage complet de Jérémy. Dans les 3 épisodes, vous n'avez entendu que des extraits. Voici son histoire. Bonjour Jérémy. Bonjour Sophie. Merci d'être là avec nous aujourd'hui et de nous partager ton expérience. Tu as eu un traumatisme crânien dit léger. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est produit ? Donc moi, mon incident, il s'est produit il y a bientôt 4 ans. C'était en avril 2022. J'étais en fait à un séminaire pour le travail et du coup, lors de ce séminaire, on avait été conviés par le MHB, le club de hand de Montpellier, pour participer à un entraînement avec tout le staff et le club. Du coup, pendant l'échauffement, on s'est retrouvé à faire un petit peu de rotation au niveau du poste de gardien de but. Et quand ça a été mon tour, en fait, je me suis présenté face à un joueur et en fait, j'ai pris le ballon à bout portant en pleine tête. Ça m'a un petit peu sonné sur l'instant, mais que vraiment quelques secondes. J'ai pas eu de perte de connaissance ou quoi que ce soit. Puis je suis reparti avec mon ballon et c'était à moi de réenchaîner des tirs. On a fait des matchs, voilà. Enfin, la journée s'est passée normalement par la suite. Donc sur le moment, est-ce que tu as compris qu'il s'était passé quelque chose ou tu n'as pas vraiment réalisé qu'il y avait eu un coup Pas du tout. Même pendant des semaines et des semaines, j'ai pas du tout compris. J'ai jamais fait de suite un lien avec ce qui s'était passé ce jour-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Là, tu étais dans ce séminaire professionnel, il y a ce coup qui t'arrive. Comment se passent les jours qui suivent ? Alors, le soir même, je me rappelle, on va au restaurant du coup pour passer un moment tous ensemble et je me sens fatigué. Donc, je rentre assez tôt. Le lendemain matin, donc je me réveille, je me rappelle demander un Doliprane à la personne à côté de moi parce que j'ai mal à la tête, mais bon, un mal de tête matinal comme on peut avoir. On enchaîne toute la journée avec une séance de crossfit, etc. Tout se passe bien. Et les 2 jours qui suivent, je reprends le travail devant un ordinateur et je pars à 15-16 heures les 2 jours qui suivent parce que mal à la tête, fatigué. Mais je fais toujours pas le lien avec ce qui se passe. Les 2 jours suivants, là j'ai commencé à avoir de très gros symptômes. Le premier jour, des vertiges, je tenais presque pas debout. Je jonglais entre les murs, j'avais des vertiges incroyables. Mal un petit peu partout au niveau de la tête, je savais même pas quoi dire à mon médecin, j'ai mal partout, je savais pas comment expliquer en fait les douleurs que j'avais. Mais le problème c'est que toujours pareil, je n'explique pas que j'ai pris un ballon, que le médecin ne comprend pas spécialement. Et le second jour, là je commence à avoir des points noirs en fait au niveau de la vision et de l'œil pendant 2 heures. Je vois plus très bien de l'œil droit, et donc là, je commence à m'inquiéter, je discute avec mon papa qui est là en lui disant « je comprends pas, ces temps-ci, il m'arrive des trucs de fou », et c'est lui qui me dit « mais il s'est pas passé quelque chose, t'as pas eu un accident ?» Et c'est là que je lui dis « ah oui, effectivement, j'ai pris un ballon dans la tête ». Donc de là, en voyant que il se passait quand même des choses un peu bizarres, on va aux urgences, voilà. Et aux urgences, du coup, comment ça se passe ? Est-ce que ce choc, le fait que tu t'aies pris un ballon dans la tête, est-ce que c'est quelque chose qui est discuté ? Comment est la prise en charge à ce moment-là ? Bonne au début, c'est-à-dire qu'il me dit clairement oui, vous avez eu un choc, on va faire un scanner pour vérifier que tout va bien. Donc jusque-là, les choses se font dans le bon ordre. Donc après le scanner, la personne vient avec les résultats et elle me dit c'est bon, il n'y a rien de grave, vous pouvez continuer votre vie. Et c'est là que du coup, je sais pas trop quoi lui dire, donc je lui dis ok, j'ai rien à faire, j'ai pas de précautions à prendre. Et donc il me dit non, ça peut durer quelques jours, voire quelques semaines, mais ça va passer tout seul. Du coup, je continue ma vie, c'est-à-dire que je continue à travailler, je continue à faire du sport. Je suis même allé voir un concert, et après le concert, par exemple, là j'ai eu d'énormes difficultés, d'énormes symptômes, c'était une chose que je n'aurais pas spécialement dû faire aussi. Mais j'ai pas eu la prévention que j'aurais dû avoir, je pense, par rapport à ce choc. À ce moment-là, est-ce qu'on t'a expliqué ce que c'était une commotion cérébrale ? Pas du tout. Donc aucune explication, on t'a dit voilà, vous pouvez continuer et ça va disparaître. Ouais, tout à fait. Et après, donc là tu viens de nous dire, après le concert, les symptômes se sont aggravés, donc qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu es retourné voir les médecins ou est-ce que tu as continué à travailler et à avancer ? Alors, après le concert, ça a été quelque chose de très très fort, c'est-à-dire que c'est un concert que j'ai attendu pendant très longtemps d'un artiste que j'étais jamais allé voir, donc avec le Covid, les concerts avaient été repoussés, etc. Donc on y était allé, au milieu du concert, je tenais plus debout, j'ai dû m'asseoir, mais toujours pas de lien avec la commotion, c'est-à-dire que vu qu'on m'a pas dit que c'était grave ou quoi que ce soit, je comprends toujours pas trop pourquoi je suis fatigué.
Et le lendemain, donc le concert était à Marseille, on était parti se balader avec ma compagne, et le lendemain, je pouvais plus marcher. C'est-à-dire que mon cerveau ne guidait plus mes jambes, j'avais plus de force, j'étais vidé. Donc là, on décide de rentrer en urgence, aux urgences à Montpellier, en expliquant que je peux plus spécialement marcher, enfin, je n'arrive pas. Mais le problème, c'est que je fais toujours pas le lien avec ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que du coup, l'urgentiste, ce que je lui dis, il ne le comprend pas parce qu'il n'a pas le bon antécédent. Derrière ça, par chance, du coup, j'avais posé 15 jours de vacances, qui m'avaient permis de pouvoir aller au concert, etc. Donc je me repose. À la fin de mes vacances, ça va un petit peu mieux, mais je me sens toujours très fatigué. Donc je demande à mon patron de prendre une semaine de plus pour me reposer. Donc il me l'accorde sans souci. Et à la fin de cette 3e semaine, ça va un peu mieux. Du coup, je reprends. Toujours pareil, j'ai pas la bonne information, on en parlera peut-être plus tard, mais peut-être qu'il fallait attendre d'avoir plus aucun symptôme, etc. J'en avais toujours, mais je reprends et je fais un métier où je suis 10 heures par jour devant des ordis, et là je tiens une semaine. Et au bout d'une semaine, après, j'arrête et je reprends plus jamais finalement. Quand tu arrêtes, est-ce qu'on t'envoie un médecin? Est-ce que tu retournes consulter? Et à quel moment, en fait, là, tu prends conscience que tu as eu un trauma crânien qui a été dit léger, une commotion cérébrale? En fait, c'est mon patron finalement qui me sauve un peu la mise sur ce coup-là parce que je travaillais pour l'entreprise Intersport à Montpellier, du coup qui est partenaire avec tous les clubs professionnels dont le séminaire au MHB. Et donc là, quand j'explique à mon patron en milieu de semaine que ça va de nouveau pas, que je comprends pas ce qui m'arrive, je suis vraiment pas bien, je travaille dans la société depuis 14 ans, enfin, ils ont une grande confiance en moi, c'est-à-dire que si je leur dis que je vais pas bien, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc c'est là qu'ils appellent le médecin du MHR, donc le club de rugby de Montpellier professionnel, sport qui est quand même sujet à beaucoup de commotion. Et c'est là le médecin qui lui dit non mais en fait ce qu'il a c'est grave. S'il continue en plus à avoir des symptômes tels qu'il a, là il faut vraiment qu'il arrête parce que en fait c'est son avenir qui est en jeu. Et donc là mon patron revient et me dit là stop. On revoit même l'administratif pour tout ce qui s'est passé avant, etc. Parce que ça s'est passé sur un lieu de travail, ce qui se passe c'est grave, etc. Là, tu rentres chez toi, il faut vraiment que tu te reposes. Et c'est là où je prends réellement conscience en fait de la gravité de la situation, parce que quand quelqu'un vous dit là, c'est grave, il faut que vous arrêtiez et que vous voyez que vous êtes dans un état où vous pouvez même plus passer des journées complètes, vous pouvez plus regarder d'écran, vous êtes tout le temps fatigué. Ouais, vous comprenez qu'il se passe quelque chose d'important. Et à partir de ce moment-là, quel a été ton parcours de soins? En fait, comment a été la prise en charge médicale? On voit bien qu'elle n'a pas été bonne au départ. Quand tu es allée la première fois aux urgences, on t'a pas expliqué ce que c'était une commotion cérébrale et qu'est-ce qu'il fallait faire dans les premiers jours, les premières semaines. Par la suite, comment ça s'est déroulé? Alors les 3-4 mois qui ont suivi, elle n'a pas été meilleure, parce que du coup, personne finalement était trop calé sur le sujet. Et j'étais beaucoup chez mon médecin traitant, parce que psychologiquement j'avais beaucoup de douleurs dans la tête. Enfin, c'était assez fou en fait ce qui m'arrivait et j'arrivais pas à gérer ces douleurs-là. Ça me remontait énormément de stress, énormément de choses. Mais donc un médecin traitant reste un médecin traitant, pas non plus spécialisé dans de la commotion. Et donc j'essaye de guérir un petit peu par moi-même, c'est-à-dire je fais un peu d'ostéo, je fais des choses par-ci par-là, de l'acupuncture, etc. pour essayer de récupérer. Et j'arrive à avoir un rendez-vous avec un neurologue rapidement, au bout de 3 mois, on va dire. Et sauf que, en fait, le neurologue me dit, en gros, lui, il est pas trop calé sur ça, il n'a pas trop de traitement. Et je tombe un peu dénu, du coup, parce que j'en attendais beaucoup au niveau de la médecine, d'avoir des spécialistes, etc. Et je retombe un petit peu en me disant, ok, il n'y a rien à faire. En fait, on me dit qu'il n'y a rien à faire à part attendre. Et moi, je vois les semaines passer et il se passe rien. Ensuite, la prise en charge plus importante a été faite grâce à la FTC au bout de 6 mois, grosso modo, où j'ai pu avoir le numéro du docteur Jourdan, qui m'avait donné un rendez-vous 3 mois après pour faire un premier bilan et une première explication claire de où j'en étais. Donc là, on est à peu près à l'automne 2022, du coup. C'est ça, tout à fait. Ok. Et à partir de ce moment-là, où tu rencontres le docteur Jourdan, que tu es mis en lien avec la FTC, est-ce que ça t'apporte déjà plus d'informations? Tu te sens davantage accompagné? Est-ce que tu comprends mieux ce qui t'arrive? Et est-ce que tu as une sorte de guide ou une marche à suivre pour les semaines qui suivent? Ou ça aura pris encore un peu de temps avant de vraiment de comprendre comment fonctionner? Ah non, ça m'a pris du temps. Bon, déjà, même si vous commencez à avoir des spécialistes, les commotions cérébrales, ça reste encore quand même quelque chose où il y a beaucoup de recherches, où tout le monde tâtonne aussi sur beaucoup de sujets. J'ai personnellement eu du mal à ne pas comprendre en fait que la médecine ne pouvait pas m'aider.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand vous allez chez un médecin, c'est pour avoir une réponse, pour avoir un traitement. Et là, vous allez chez des médecins et on vous dit on peut rien faire pour vous, ou on peut vous donner peut-être ça pour vous soulager un petit peu, mais on peut pas vous guérir. Et ça, j'ai mis énormément de temps du coup à l'intégrer. Et pendant très longtemps, j'ai essayé de chercher à guérir, et voilà. Donc le chemin, en fait, quand vous êtes que dans essayer de guérir un petit peu tout le temps, finalement, vous avancez pas. Si la guérison n'arrive pas, vous reculez à chaque fois, en fait. Quels sont les symptômes que tu avais à ce moment-là? Ça se manifestait comment exactement? Depuis le début, j'ai eu beaucoup de maux de tête, beaucoup de pression de chaque côté de la tête intracrânienne assez forte. J'ai eu pendant 3 mois des symptômes que justement j'expliquais au neurologue parce qu'ils me faisaient très peur, mais le neurologue avait jamais vu ça, donc il savait pas quoi me dire. En fait, j'avais l'impression d'avoir comme un fil ultra tendu au-dessus de la tête, qui se tendait, qui se tendait, qui se tendait au fur et à mesure de la journée. Et lorsque je m'allongeais, que je me reposais, que je fermais les yeux, j'avais mes yeux en fait qui clignaient tout seuls. Mais ça pouvait durer 30-40 minutes. Et en fait, c'est comme si toutes les tensions qui s'accumulaient se relâchaient par ce système. Et ça faisait très bizarre et très peur au début parce que c'était un symptôme que je contrôlais pas du tout et qui était assez effrayant au début. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de sensations de névralgie au niveau de la tête, au niveau des cervicales. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai eu. Est-ce que les symptômes ont évolué, puisque là on est en mois d'août 2025? Est-ce que au fil des mois, est-ce que ça a un peu changé? C'est-à-dire, est-ce que certains des symptômes dont tu parles ont disparu? Est-ce que d'autres sont apparus? Comment ça évolue? Alors, au niveau des névralgies, j'en ai plus du tout. Tout ce qui est tension avec ses yeux qui clignaient, etc., ça a duré 6-7 mois, c'est parti aussi. Aujourd'hui, ce qui persiste, c'est des maux de tête permanents. C'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, vous avez déjà mal à la tête. La tête tape déjà très fort et elle fait déjà mal. Majorée par du cognitif, que ce soit lecture, écran ou autre. Fatigue quasi permanente. Et automatiquement, quand vous avez un peu mal à la tête, on va dire que vous êtes un peu irritable. Le fait d'avoir un mal de tête permanent engendre d'autres symptômes, comme voilà, le fait de démarrer un peu plus rapidement au quart de tour, ou voilà, d'être un petit peu moins joyeux peut-être au quotidien. Oui, même la fatigue. On a moins de patience, moins de tolérance, ce qui se comprend. On a déjà à gérer les symptômes et du coup, on peut pas. Enfin, c'est difficile de tout gérer en même temps. À quel moment tu as compris en fait que ces symptômes ils persistaient et du coup, ça s'était quelque part un petit peu installé et que là, on était, comme tu l'as dit, au début, tu étais dans la recherche de la guérison et puis après, tu as compris que il fallait peut-être apprendre à vivre avec et faire avec. C'est quoi ton cheminement en fait? Il y a eu 2 facteurs, donc à la FTC, en discutant avec les personnes qui sont quand même un petit peu habituées aussi à ça, et pas mal de médecins le disaient, c'était le temps de guérison maximum, etc., c'est 3 ans. En gros, on m'a expliqué qu'au-delà de 3 ans, il y avait peu de chances de récupérer totalement comme avant. Donc dès le début, j'ai eu un petit peu cette ligne des 3 ans au fond de ma tête. Et ensuite, mon patron, qui connaissait du coup pas mal de monde, a réussi à avoir le numéro de téléphone d'un grand neurologue à Paris, connu assez mondialement dans la commotion, qui lui, pour la première fois, je l'ai vu lui donc au bout d'1 an, m'a dit, même avec une seule commotion, on peut avoir des séquelles toute sa vie. Ce que je ne pensais pas possible, parce que finalement, les personnes qui pouvaient témoigner un petit peu avant ou autre sont des personnes qui ont eu 4, 5, 6 commotions dans leur vie et qui, à force, ont eu des séquelles graves. Et donc c'est vrai que quand j'ai entendu ça et que je suis sorti du rendez-vous, j'ai pris un petit coup derrière la tête en me disant là ça fait déjà 1 an, ça semble peut-être pas très bon quand même ce qui se passe. Et après moi il m'a fallu une bonne année de plus pour avancer. Mais voilà. En gros il m'a fallu vraiment 2 ans pour comprendre que ça allait pas changer. Pour avancer justement, est-ce que tu l'as fait seul? Tu as été accompagné dans ton cheminement? Accompagné que ce soit par ton entourage, mais aussi par éventuellement des professionnels? Alors au niveau des professionnels, pour commencer, je dois dire que j'ai eu quand même dans le suivi derrière tout ça beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'ai pu avoir des contacts avec le docteur Jourdan, qui m'avait mis en relation avec pas mal de personnes au niveau du CHU de Montpellier, que ce soit le centre de la douleur, etc. Mais beaucoup de médecins, pas spécialement spécialistes de la commotion, mais qui entendaient toutes mes douleurs, malgré le fait que sur des imageries, il n'y ait rien. C'est-à-dire que j'ai été énormément accompagné.
On comprenait que j'étais en souffrance et que je simulais pas ce qui m'arrivait malgré le fait qu'il n'y ait pas de preuves, en tout cas au niveau des imageries. Et ensuite, pareil, en vie personnelle, je dois dire que j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été accompagné d'une façon exceptionnelle, je dois dire par ma compagne ou mes enfants, mais même ma famille, mes amis. Tout le monde a toujours cru mes douleurs. Personne n'a remis en question ce que j'ai eu. Personne m'a jamais dit c'est dans ta tête, il faut que t'arrêtes. Tout le monde m'a fait confiance. Les gens ont compris que du jour au lendemain, je pouvais plus écrire de textos, que si je les appelais moins, c'est pas que je pensais pas à eux. Voilà, aujourd'hui, les gens savent que si je leur écris pas, c'est pas que je veux pas, c'est que c'est très difficile pour moi d'aller sur un écran et que je préfère passer une bonne journée ou une journée plutôt correcte sans aller sur mon téléphone de la journée quitte en écrivant à personne, plutôt que d'aller un peu sur mon téléphone, d'écrire, passer des appels et finalement devoir prendre des cachets à la fin de la journée parce que j'ai trop mal à la tête. Comment ça t'impacte dans ta vie, que ce soit professionnel, personnel, familial? Justement, tu as commencé à en parler en nous disant les écrans, t'envoies pas de textos, tu appelles moins, donc comment ça t'impacte? Déjà, j'ai perdu mon travail, que je faisais depuis 14-15 ans, un travail que j'adorais, dans une entreprise que j'adorais. Donc déjà, je pense que ça, en 2025, quand on voit le monde du travail, c'est déjà difficile. Quand vous aimez ce que vous faites et que vous devez partir parce qu'en fait, vous pouvez plus le faire. Donc il a fallu me reconvertir, retrouver quelque chose qui pouvait être adapté à mon état de santé, c'est-à-dire pas travailler toute la journée, parce que c'est pas possible, pas être devant un écran toute la journée, et faire quand même quelque chose que vous aimez. Parce que si c'est pour faire un travail, aujourd'hui je suis encore jeune, si c'est pour faire un travail pendant 40 ans qui me plaît pas, voilà, c'est pas le but non plus. Au niveau de l'impact professionnel, c'est quand même assez énorme, parce que vous bloquez d'énormément de potentielles activités que vous pouvez faire. Et après, dans la vie personnelle, déjà quand vous passez presque un an un peu enfermé chez vous, à être pas spécialement bien, à voir les gens autour de vous finalement souffrir avec vous, parce que vous les voyez aussi malheureux que vous. Vous avez des enfants en bas âge dont vous pouvez pas spécialement vous occuper. Voilà, vous allez plus au restaurant, vous allez plus au cinéma, vous regardez plus la télé. Donc de suite, même le cercle familial et amical, etc., vous faites beaucoup moins de choses. Et puis c'est toutes ces petites choses qui font que la vie est quand même aussi positive. Si vous faites aucune activité qui vous fait penser à autre chose, en fait vous restez dans ce cercle un petit peu négatif. Mais si vous le faites pas, c'est parce que vous pouvez pas le faire. Donc voilà, c'est un engrenage assez intense et assez important. Ça a beaucoup eu d'impact sur ces deux aspects-là. Et aujourd'hui, après, on essaie de s'adapter en refaisant des petites choses du quotidien. Si on peut aller au restaurant, on va aller au restaurant. On peut plus aller au cinéma, c'est pas grave, le cinéma, c'est fini. Les boîtes de nuit, c'est fini. Les festivals, c'est fini. Faites d'autres choses. Justement, raconte-nous un peu quelles sont les astuces peut-être que tu as mises en place, comment tu t'es adapté. Donc, ok, peut-être les boîtes de nuit, pas maintenant, mais il y a peut-être autre chose que tu fais ou tu as peut-être découvert d'autres activités. Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce que tu as mis en place et tu vois qui te permet de recharger tes batteries, de pas être trop fatigué, de pas augmenter tes niveaux de tes symptômes, tes maux de tête, etc. Alors déjà, avec le temps, en 3-4 ans, on apprend vraiment à se connaître. C'est-à-dire que vous avez passé tellement de temps tout seul que finalement, vous réapprenez à connaître la personne que vous êtes et même à passer du temps avec elle. Donc déjà, après, quand vous vous connaissez, vous savez où sont vos limites. Et ça, déjà, c'est le point, on va dire, je pense peut-être le plus important, c'est de toujours s'en rapprocher pour pouvoir faire des choses, mais jamais les dépasser, parce que sinon vous avez vu ce que ça fait quand vous les dépassez, et derrière, c'est très difficile. Après, aujourd'hui, du coup, ce que je fais, c'est que j'évite tout ce qui va être difficile pour moi. Donc, comme j'ai dit, pas d'écran, très peu de lecture, très peu de brouhaha, ou d'activités sportives intenses. Puisque du coup, dès que le cardio va un petit peu monter, etc., au niveau de l'afflux sanguin de la tête, ça va être un petit peu difficile et ça va commencer à majorer les maux de tête. Je m'octroie des pauses. Je ne fais pas ou peu, quand j'ai pas le choix, en tout cas, une journée continue. Que je me lève à 6h30, à 8h, à 10h le matin, peu importe. Au bout d'un moment, je ferai une pause en début d'après-midi pour couper 20 minutes, juste fermer les yeux, donner la possibilité au cerveau de se régénérer, même 20 minutes. Si je peux refaire 20 minutes en fin de journée, je referme les yeux, sans dormir, sans rien, mais juste relâcher un peu toutes les tensions au niveau de la tête. Et après, le soir à 21h, on est au lit et on fait pas grand-chose de plus parce qu'on est lessivé en fait de la journée et on a besoin de dormir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une nuit de 10 heures est une nuit de 7 heures d'avant en fait, grosso modo, pour donner un exemple.
Ouais, c'est parlant. On voit bien, on n'a plus la même, endurance, en fait. Quand tu disais, seul, apprendre à se connaître, c'est presque comme si tu avais fait un séjour dans un monastère et que tu avais fait une retraite. Tu présentes ça de manière, plutôt positive, mais on imagine que ça a été quand même, difficile d'apprendre à connaître la nouvelle personne parce que tu es à la fois toi, mais tu plus vraiment toi. Edith Louis de la FTC parle de rupture identitaire, qu'on n'est plus tout à fait le même, mais on n'est pas tout à fait un autre. Je trouve que c'est très parlant. Est-ce que c'est ça que tu as vécu aussi ou... En gros, au bout d'un moment, on a beau être fort, vous tenez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois avec des douleurs, avec des choses nouvelles, etc. Au bout d'un moment, vous craquez. Et j'ai connu une dépression pendant 6-8 mois, au bout du 6-8e mois, à peu près au même moment où j'ai vu le docteur Jourdan pour la première fois, parce que j'ai eu des sensations névralgiques qui s'intensifiaient, beaucoup de choses, etc. Donc déjà là, vous passez par une phase que vous avez peut-être jamais connue dans votre vie. Vous pleurez tout le temps, vous êtes tout le temps malheureux, rien ne vous remonte le moral. Vous pouvez rien faire pour vous le remonter parce qu'en fait, toute suractivité vous fatigue et vous donne d'énormes symptômes. Et puis en fait, vous n'avez même pas envie. Enfin, clairement, vous êtes chez vous, vous n'avez pas envie de sortir. Donc déjà, vous passez par là. Ensuite, l'autre étape, c'est quand vous commencez à aller un petit peu mieux. Et ça, c'est une étape qui a duré longtemps. C'est que vous faites toujours pas grand-chose, mais vous avez un peu plus le moral. Donc vous revoyez un petit peu de monde. Et bah, du coup, vous discutez avec vos amis, etc. Et vos amis, ils sont gentils avec vous. Donc en fait, ils vous demandent tous comment ça va. Et vous racontez toujours la même chose aux mêmes personnes, mais rien d'intéressant. C'est-à-dire, bah, ça va un petit peu mieux. Bah, ouais, mais par contre, je fais ça. Et puis les gens, ils veulent ça. Et en fait, vous rentrez dans un personnage. C'est-à-dire que vous n'êtes plus le vous d'avant avec qui vous aviez des discussions sur plein de sujets, etc. Vous êtes uniquement centré sur vous, votre maladie, et c'est gentil du coup de la part de ces personnes, mais elles ne parlent même plus finalement d'eux-mêmes, tellement elles sont inquiètes pour vous, et vous rentrez dans un personnage comme ça qui peut durer 6 mois, 1 an et demi, tant que vous n'avez pas presque repris une vie globale et presque fait occulter aux autres la personne que vous étiez quand vous étiez malade. C'est-à-dire qu'il faudrait presque qu'ils oublient que vous avez eu cette phase-là. Et la dernière phase, c'est quand vous reprenez une vie comme j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle plus de tous ces sujets-là, etc. Par contre, voilà, comme tu disais, on est fatigué. En fait, du coup, on est beaucoup moins joyeux qu'avant. On est finalement une personne totalement différente d'un côté de la personne qu'on était, tout en gardant, bien sûr, notre éducation, nos valeurs. Toutes ces choses-là ne sont pas remises en question. Par contre, une grosse partie de votre personnalité, elle change par rapport à ce que vous allez pouvoir faire, en fait, finalement, au quotidien. Comment ça a été pour ta famille, ta compagne et tes enfants? Tu nous disais ils étaient en bas âge, donc là ils sont un peu plus grands. Pour elles, de t'accompagner dans cette période extrêmement difficile, de devoir aussi changer, tu parlais d'un changement dans la personnalité, et puis pour tes enfants de comprendre que papa il est fatigué, et le bruit c'est compliqué, la patience, l'irritabilité. Non mais ça fait partie du quotidien, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Du coup, il y a 3, on va dire, choses différentes. Il y a les gens plus ou moins proches, mais plus ou moins loin. C'est-à-dire qu'on va dire la famille, les amis, qui, eux, vous les voyez un peu au quotidien, mais ils vivent pas avec vous. Donc, eux arrivent plutôt bien à s'adapter, mais sont tristes pour vous. Et après, il y a les deux côtés assez proches qui sont chez vous, votre compagne et vos enfants. Mes enfants, j'en avais un de 4 ans, avec qui je faisais énormément d'activités, énormément de sport. C'était un petit garçon, donc on faisait beaucoup de choses en extérieur. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Donc lui n'a pas trop compris au début pourquoi on n'allait plus faire du VTT, pourquoi on n'allait plus à Aqualand, pourquoi on n'allait plus faire de l'escalade. Donc lui, au tout début, à 4 ans en plus, on ne comprend pas spécialement. Et j'avais un petit bébé de 6 mois. Donc lui, bon, en gros, il a jamais connu vraiment son papa en pleine forme. Il se rappelle pas de comment étaient ses 6 premiers mois. Et voilà. Donc pour lui, il y a eu moins d'impact. Il a juste toujours connu un papa avec qui il faut faire attention, avec qui il ne faut pas faire trop de bruit, avec qui il ne faut pas faire trop d'activités. Voilà. Donc l'adaptation, elle a plus été pour le premier et le grand. Et après, la personne pour qui c'était le plus difficile, ce qui est normal, c'était ma compagne, puisque aujourd'hui, ça faisait 6 ans qu'on devait être ensemble à peu près. Donc elle connaît une personne, et on va dire, elle s'est mise en relation avec une personne qui avait une certaine personnalité. Elle la voit souffrir, puis changer petit à petit un petit peu. Donc pour elle, ça a été difficile, mais voilà, comme je disais, elle a toujours eu confiance en moi et confiance en ce que je disais.
C'est-à-dire quand je disais que j'avais besoin de repos, de ne pas sortir, d'aller voir un médecin. On m'a toujours accompagné, on a testé des énergéticiens à 3 heures de route, un samedi dans le mois, et elle faisait les allers-retours alors qu'elle travaillait. Enfin, elle m'a toujours suivi dans tout ce que j'ai voulu mettre en place et m'a accompagné partout. Je peux vraiment rien lui reprocher dans tout ce qu'elle a fait. Je sais pas si... J'espère que j'en aurais fait autant, mais quand je me rends compte par quoi elle est passée, c'est énorme. Et après, par contre, vous culpabilisez parce que c'est un peu, je sais pas, comme si vous étiez malade, atteint d'une maladie grave, vous vous dites, mais la personne, elle s'est mise avec quelqu'un, mais là, je lui gâche la vie. Là, elle profite pas, elle va pas au resto, elle sort pas à cause de moi, elle a envie d'aller voir un concert, on peut pas y aller. Et du coup, vous culpabilisez beaucoup. Parce que vous avez l'impression de pas lui donner ce que vous lui avez promis presque en vous mettant ensemble. Donc c'est aussi un gros travail à faire sur soi et sur la relation peut-être, mais ouais, c'est pas évident. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Ou voilà, tu nous disais, tu as été voir une énergéticienne, tu as fait de la kiné, de l'ostéopathie, de l'acupuncture, etc. Donc parmi tout ce que tu as testé, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Honnêtement, je sais pas trop. Le temps déjà. Première chose, je pense que c'est le temps. Puisque de mois en mois et d'année en année, les symptômes évoluent quand même légèrement, même si c'est très 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 long. C'est pas pire qu'au début, ça va quand même dans un bon sens. Bon, les prises de conscience que vous devez avoir au quotidien, etc. Enfin, tout ça, c'est aussi un travail que vous devez faire sur vous-même. Et après, il y a 1 an et demi, grâce à un contact, j'ai réussi à avoir le contact d'une personne qui fait de la photobiomodulation sur Montpellier. C'est un concept assez nouveau. En gros, c'est des séances avec une sorte de casque sur la tête. Tout le côté scientifique, alors je ne le maîtrise pas totalement, mais en gros, l'objectif, ça serait de brûler certaines cellules lésées pour donner naissance à des nouvelles. Alors ça m'a pas guéri, j'ai toujours beaucoup de difficultés, mais en tout cas j'ai eu l'impression de passer un vrai cap grâce à ça sur certaines choses. Le bruit, la fatigue qui s'est un petit peu estompée, et quand je suis aussi dans le mal, que voilà, je suis en migraine ou que j'ai énormément de maux de tête sur plusieurs jours, voilà, dès que je fais une séance, je me sens quand même mieux pour quelques jours derrière. Ça me permet de repartir, on va dire, et de petit coup de boost pour quelques jours qui suivent. Top. Et aujourd'hui, où en es-tu? Professionnellement parlant, je suis associé à un couple d'amis à moi en fait dans l'hôtellerie. Mon objectif en fait quand j'ai été licencié de mon travail, c'était de retrouver quelque chose comme je disais qui me permet de m'épanouir et qui s'adapte à mes difficultés. Et aujourd'hui pour m'épanouir, j'ai aussi besoin d'avoir un métier où j'ai des responsabilités, quelque chose que j'ai un petit peu toujours eu. Et donc le fait d'être un peu son propre patron, ça vous permet d'avoir énormément de responsabilités, mais aussi un emploi du temps qui peut être modulable en fonction de vos besoins. C'était primordial. Et l'association que j'ai faite donc, avec ce couple d'amis, que je connais depuis très longtemps, eux connaissaient tous mes problèmes. Ils étaient là pour l'accident, ils ont toujours... Donc c'est-à-dire qu'en s'associant avec moi, ils connaissent mon état de santé, ils connaissent mes difficultés, donc s'il y a un jour où ça va pas, et il n'y a pas de... Voilà. Et personnellement, après, on va de l'avant, on refait un maximum de choses en extérieur, on ressort, on teste un peu ses limites, on essaie d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on allait avant, puisqu'on se connaît et on sait que si ça allait pas, on va prendre les cachets qu'il faut pour, on va dire, se détendre un petit peu, ou détendre un peu les douleurs, et se reposer dans les jours qui suivent, jusqu'à ce qu'on puisse repartir. Mais après, pas d'avancée extraordinaire. Voilà, on s'adapte. Au quotidien, on s'adapte, on essaie de refaire un maximum de choses d'avant, des activités avec les enfants, et on supprime définitivement les activités et on les oublie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'aller au cinéma, c'est même pas dans un projet. C'est quelque chose que j'ai totalement barré. Mais par contre, peut-être qu'à la place, on va aller faire une sortie au théâtre, un truc qu'on n'a jamais fait. En tout cas, c'est dans mes projets, pour essayer de refaire quelque chose d'un peu nouveau et de m'ouvrir à d'autres choses. Et du coup, est-ce que tu dirais que déjà tu ne te compares plus, tu ne regardes plus en arrière la personne que tu étais avant l'accident? Est-ce que tu dirais aussi que tu as accepté la situation, quelque part que tu as fait un peu le deuil de la vie d'avant? Parce que c'est ça aussi, après un choc pareil, avec des séquelles et des symptômes aussi handicapantes, aussi gênantes dans le quotidien. Alors, je pense que quand j'aurais fait le deuil, c'est que psychologiquement, je serais totalement guéri. Aujourd'hui, je sais que je ne l'ai pas totalement fait. C'est très dur de faire le deuil sur la vie qu'on pouvait avoir avant, sauf quand on n'aimait pas sa vie, peut-être.
Mais quand on apprécie la vie qu'on avait et quand on se rend compte de la chance qu'on a finalement quand on est en bonne santé et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, en fait, c'est ça la liberté finalement. Non, aujourd'hui c'est quand même difficile de se mettre des barrières, d'avoir le pied constamment sur le frein toute la journée parce que vous savez que si vous le faites pas, vous ne tiendrez pas toute la journée. Ça c'est difficile. Par contre, dans mon parcours, j'ai quand même vu aussi beaucoup de spécialistes et rencontré beaucoup de patients finalement. Et il y a toujours pire que vous. Et du coup, ça vous fait aussi relativiser sur la chance que vous avez finalement d'être la personne que vous êtes aujourd'hui malgré ça. Et la chance que vous avez même d'être accompagné, comme je disais, au niveau de la famille, etc. Parce que c'est pas pour tout le monde pareil. Donc le message que j'ai peut-être envie de faire passer, c'est ayez confiance dans les personnes avec qui vous vivez. Si elles vous disent qu'elles sont pas bien ou autre, faites-leur aussi confiance, accompagnez-les, aidez-les. Parce qu'on a besoin en tout cas d'être entouré dans ces moments-là. Donc ça, c'est ton message à l'entourage. Et du coup, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à une personne qui vit la même chose, qui a eu un trauma crânien léger, qui a peut-être des séquelles? Qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire? Quels conseils tu lui donnerais? Alors la première chose que j'aurais aimé entendre pendant très longtemps, c'était « t'es pas tout seul ». Quelqu'un a déjà eu ce que t'as. Parce que vraiment, la première année, j'ai l'impression que j'étais le seul dans le monde à avoir ça. Vous voyez les spécialistes, personne ne sait trop rien, etc. Et vous n'avez pas l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui en a eu un aussi et qui a les mêmes douleurs un petit peu que vous, les mêmes problématiques. Donc déjà, voilà, j'ai envie de dire à cette personne, t'es pas tout seul. Tout ce qui se passe dans ta tête, c'est réel. Voilà, c'est des vraies douleurs. C'est grave sans être grave. C'est-à-dire qu'au début, avec toutes les douleurs que j'avais, les névralgies, etc., je pensais que ça allait être la fin. Et ça allait exploser là-dedans, et que la carafe elle allait péter, et que aujourd'hui finalement c'est pas grave, ça met pas la vie en danger, donc déjà ça permet de relativiser. J'ai envie de lui dire d'être patiente, parce que finalement avec le temps, il y a des choses qui s'améliorent, et après j'ai envie de lui dire d'être forte, d'avoir du courage. Petit à petit, quand les choses s'amélioreront, voilà, de reprendre sa vie en main dès qu'elle se sent prête, parce qu'il faut être prêt aussi à, voilà, comme on le disait, à tourner un petit peu la page, et reprendre sa vie en main, aller de l'avant et construire une nouvelle vie, parce qu'il faut en profiter et on ne peut pas rester 10 ans à attendre finalement et à rien construire derrière. Vous venez d'écouter un épisode bonus de Moi et mon TC léger, une mini-série de vivre avec un traumatisme crânien. Sophie Lemaître a écrit et enregistré les épisodes de Moi et mon TC léger. Manuel Peyreux a réalisé le montage et la musique. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'AFTC-LR, l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés du Languedoc-Roussillon, avec le soutien financier de l'Agence régionale de santé de l'Occitanie.